Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Soirée, salut Big Rusty. On va parler de Benoît Saint-Denis, quelques jours après sa défaite première chez les Lightweight, première par KO de sa carrière face à Dustin Poirier. Il a brisé le silence, Benoît Saint-Denis, qui avait déjà évidemment parlé sur les réseaux sociaux, mais là l'avantage, c'est qu'en comparaison d'un post Instagram qui est forcément plus court, là il y a eu une interview avec Ariel Helwani où il est revenu sur tout ce qui s'est passé avant le combat. Il a parlé également de Dustin Poirier, et avec Big Rusty, ça nous a énormément rassuré sur BSD. Il a aussi parlé de l'avenir, du moment où il souhaiterait revenir, d'un adversaire de choix, enfin bref, il a évoqué tous les sujets et on va faire le point là-dessus avec Monsieur Rusty. C'est parti. Soit. Juste après la défaite de BSD, il y avait eu deux posts Instagram du français qui, c'est vrai, certes, il était revenu sur les raisons de sa défaite et ce qui s'était passé. Il n'avait qu'un round, il était déshydraté et ça n'avait pas plu à tous les fans parce que forcément, et Big Rusty vous en avez parlé, quand vous perdez et que vous commencez à peut-être chercher des excuses ou en tout cas parler de ce genre de choses, c'est parce que les fans ont envie d'écouter, d'entendre surtout. Et là, BSD, il est vraiment revenu en profondeur là-dessus et on va dire que c'est extrêmement rationnel par rapport à ce qui s'est passé, tout simplement. Que ce soit du côté réhydratation, du côté cutting qui a été difficile, enfin, explique-nous tout ça, Big Rusty. Ouais, je vais vous faire un résumé de tout ce qu'a dit Benoît, mais en fait, c'est vrai que c'est quand le lendemain du combat, tu mets un post sur les réseaux sociaux, même si ce sont pas BSD, il l'a pas du tout vu comme c'est une excuse. Je pense qu'il a juste voulu expliquer pour les fans qui étaient là et les raisons pour lesquelles il n'était pas en forme, etc. Donc, de son point de vue, c'était des explications. C'était pas vu comme non, mais c'est bon, c'est pas ma faute. Mais c'est simplement que c'est toujours mal vu et c'est pour ça que Chael Sonnen avait fait une vidéo et il a genre 1,2 million d'abonnés sur YouTube. Il avait fait un truc en mode les excuses de BSD, MMA Junkie, etc. Donc en fait, c'est ça qui faisait chier, c'est que tu sentais que BSD voulait pas forcément donner d'excuses, mais c'est comme ça que c'était reçu par les fans internationaux. Et c'est pour ça que c'était dommage. Et alors que là, bah, en fait, on comprend beaucoup mieux. C'est-à-dire que là, dans l'interview qu'il a donnée, déjà, premièrement, il est fort, Ariel, quand même. Alors, je sais pas à quoi c'est dû, et bah, peut-être parce qu'il est très, très fort en interview, mais à chaque fois qu'il y a une interview de Benoît Saint-Denis chez Ariel Helwani, elles sont incroyables. Et Benoît se livre, il est souriant, il est heureux, etc. Et alors là, effectivement, ce que dit Benoît, alors déjà, il nous dit quand est-ce qu'est apparu le staphylocoque. Et il est apparu dans le dernier sparring du camp d'entraînement et c'était 2 jours avant de quitter la France. Et c'est ce que dit Benoît, en fait, c'est la loi de Murphy. C'est dès que, c'est quoi déjà, ce qui peut le plus mal se passer, se passera le plus mal. Et là, bah, du coup, c'est comme ce qui était arrivé pour Dos Anjos contre Conor McGregor, où il s'était pété le pied dans le dernier round, la dernière minute du dernier entraînement de son camp d'entraînement avant Conor, et c'est ce qui lui avait coûté le combat. Et ben là, c'était ça. Le staphylocoque est apparu 2 jours avant qu'il quitte la France, dernier sparring. Et en fait, il a appelé un docteur immédiatement. Il a essayé de mettre en place tout ce qu'il fallait pour se donner le plus de chances de réussir à être le plus en forme pour le combat. Et il explique aussi, Benoît, et ça, mais de toute façon, personnellement, toute l'interview là qu'il a donnée avec Ariel Helwani, j'étais déjà fan de Benoît, mais ça me l'a rendu, enfin, là, c'est bon pour moi. C'est en mode, c'est exactement humainement tout ce que tu veux entendre. Et là, tu te dis, putain, en tant que personne qui suit Benoît, maintenant, je le suivrai quoi qu'il arrive parce que justement, c'est pas des excuses. Il est en mode, il le dit, Benoît, dans l'interview avec Ariel, même si j'avais été à 100% de ma santé, même si j'avais été parfaitement en forme, eh ben, il est probable que je me serais fait mettre KO parce que Dustin Poirier est trop précis, qu'il est trop fort, etc. Donc déjà, il y a ça. Il n'y a pas ce côté tu sais, un peu mauvais perdant en mode mais je l'aurais battu, c'est sûr, c'est juste que bon, bah, comme je suis arrivé avec des problèmes de santé, mais sinon, non, il est en mode, bah voilà, j'ai fait un combat où je voulais absolument faire plaisir aux fans. Je voulais, par respect pour les gens qui ont payé leur billet, ça il le dit mot à mot, par respect pour mon staff, par respect pour l'UFC, par respect pour l'adversaire, je voulais de toutes les manières possibles arriver dans l'octogone et au moins pouvoir livrer une guerre, pouvoir livrer un show. Mais pour autant, il y a de la remise en question. Il dit, je suis arrivé trop lourd pour la Fight Week, ce qui a fait que comme j'avais 2 kilos en trop par rapport à d'habitude, plus le staphylocoque, le corps n'a pas su gérer la perte de poids, la déshydratation qui était trop hardcore par rapport à d'habitude, et en plus d'être fatigué, mais genre 5 fois, 10 fois plus que d'habitude parce que tu as cette infection, bah, le corps n'a tout simplement pas réussi. 1 milliard de fois plus, voilà.
Et donc, il dit, voilà, et il prononce les mots, c'est peut-être aussi de ma faute. Je sais que c'est un détail, je sais que c'est un détail, mais c'est quoi déjà? Tu sais, c'est la phrase de Marc Aurèle, la vraie solidité mentale, c'est quand, quels que soient les obstacles que tu rencontres et quelles que soient les difficultés que tu rencontres, quand tu arrives à te dire qu'est-ce que je peux en tirer de positif et de se remettre en question sur ce que j'aurais pu faire mieux, etc. Mais en fait, tu peux jamais être battu mentalement. Bah là, c'est exactement ça. Juste le simple fait de voir que Benoît, malgré la défaite, il a de la gratitude. Il est en mode, je voudrais remercier l'UFC, je voudrais remercier de cette opportunité, remercier les fans qui sont venus. C'était une bonne opportunité pour moi. Quand dans une défaite, t'as pas de mauvaise foi, mais t'as que de la gratitude et je vais faire mieux et je reviendrai plus fort, etc. C'est tout ce qu'on veut entendre en tant que fan. Et humainement, mais purée, ça te rapproche tellement de Benoît, de ses objectifs, parce qu'il est humain. Il avoue qu'il fait aussi des erreurs comme nous tous, mais du coup, il essaie d'en tirer le meilleur, etc. Il dit aussi donc dans l'interview qu'il était très frustré forcément pendant la Fight Week, que le mardi de la Fight Week, ils ont hésité avec leur équipe ils se sont rassemblés et avec toute la team, ils se sont dit bon, est-ce qu'on annule le combat? Parce que le staphylocoque c'était de pire en pire. Il y avait le wake cut pour lequel Benoît est arrivé un peu lourd. Rien n'allait. Il restait 4 jours avant le combat et ils se sont demandé qu'est-ce qu'on fait. Et Benoît dit en fait à Ariel, ça n'a pas duré très longtemps parce qu'en fait, je me suis dit, premièrement, je vais me bourrer d'antibiotiques, enfin continuer parce qu'il avait déjà commencé d'antibiotiques, et peut-être qu'en quelques jours, ça peut s'améliorer. Parce que Benoît explique qu'en fait, en une semaine, tu peux aller beaucoup mieux, en tout cas réduire les symptômes et peut-être arriver dans de meilleures conditions, donc là, dans son cas, dans la cage. Donc, il disait, voilà, il y avait une opportunité, j'ai voulu tenter ma chance que ça aille mieux en me bourrant d'antibiotiques, en me disant peut-être que le lendemain, peut-être que le matin du combat, bah, ça irait mieux suffisamment pour que je puisse livrer 2 rounds, un truc comme ça, puis pour que j'ai un peu plus de peps. Voilà, il a tenté sa chance et du coup il disait c'était bien sûr qu'on s'est demandé. Je ne regrette pas forcément et il dit c'est dur à dire si je devrais regretter ou pas d'avoir pris le combat parce que bah en gros, il y a un monde, c'est vrai, où Benoît prend des antibiotiques. Il arrive quand même à revenir un petit peu et à être relativement en forme, mettons à 50% le jour du combat, et ça peut faire la différence. Parce qu'il explique aussi que pendant le combat contre Dustin Poirier, en fait, il n'avait tellement aucune force que quand il était derrière le dos de Dustin Poirier et qu'il essayait de faire les étranglements, il avait des crampes au biceps et qu'en gros, il n'arrivait même pas à serrer convenablement, qu'il n'arrivait pas à avoir suffisamment de force. Il dit, j'ai mis mon premier kick de la soirée, je l'ai senti, c'était mou, mais salement mou. Et il dit aussi, d'ailleurs, par rapport au KO, toujours sans trouver d'excuses, en disant, il m'aurait peut-être mis KO de toute façon, quoi qu'il arrive, mais il dit, ben, et il dit, j'ai entendu des gens qui disaient que techniquement, c'était pas très propre et que j'ai été mis KO à cause de ça. Bon, je sais pas si c'est, bah voilà, on va pas tout ramener, c'était peut-être pas nous, c'était peut-être de manière générale, mais en tout cas, ça a du sens aussi. Et il dit, mais quand t'es crevé comme ça à la mort, que t'arrives à peine à te lever, que t'as des crampes partout au bout de 5 minutes d'effort, etc., bah, c'est clair que d'être propre techniquement, c'est beaucoup plus dur. Et c'est quelque chose comme on le disait dans notre analyse, c'est pas forcément pour ça que ça aurait changé la donne, parce que de toute façon, même dans les combats précédents de Benoît, il était souvent effectivement le menton un peu qui se présentait entre guillemets à l'air, etc., parce qu'il était très agressif, etc. Mais c'est vrai que ça aurait pu jouer parce que ses réflexes étaient impactés. Il dit que pendant toute la semaine du combat, il faisait des exercices pour tester les réflexes, la coordination, et qu'il était à la ramasse, mais comme jamais il l'avait été auparavant. Donc, c'est sûr que ça a joué. Peut-être qu'il aurait pu voir venir les coups mieux et qui, du coup, lui aurait permis, s'il avait été à 100%, voir les coups mieux, donc c'est-à-dire un peu soit ce qu'on dit rouler avec le coup, c'est-à-dire de ne pas les prendre plein pot, mais quand il voit le coup qui arrive comme ça, bouger un peu le menton. Enfin, ça se joue à des détails à ce niveau-là. Il dit aussi que ça a probablement impacté sa capacité d'encaisser, et ça c'est sûr aussi, la capacité de prendre des coups quand tu es comme ça à littéralement 10 ou 20% de ta santé, forcément tu prends pas les coups de la même manière. Et c'est vrai qu'il y a une très grande chance que ça ait impacté ce que son cerveau, son corps, sa mâchoire pouvait prendre, surtout quand c'est des impacts de Dustin Poirier qui les met à pleine balle parce qu'il voit des ouvertures. Donc tout ça, ce sont des explications par rapport au fait que bon bah je vous ai pas livré la meilleure version de moi-même.
quand il le dit comme il le dit là, avec 25 minutes où il peut vraiment prendre le temps posément, calmement de s'expliquer, on comprend beaucoup mieux que, surtout avec sa manière de le dire, avec beaucoup de d'auto-critique, etc., que oui, là, voilà, là, c'est pas des excuses en mode non, non, mais c'est bon, c'est pas ma faute, machin. C'est simplement, il explique, voilà pourquoi j'étais dans cet état-là. Et pour continuer, et puis après, je vais arrêter mon monologue, et puis je vais du coup maintenant dire vraiment ce qu'il disait. Donc, il parle de sa capacité effectivement à encaisser. Il dit c'était le meilleur camp d'entraînement que j'avais eu de ma carrière, et pourtant c'était la pire fight week. C'est ma faute, on est des professionnels, ça nous revient à nous d'arriver en forme. Donc encore une fois, il dit bah voilà, peut-être que c'est moi, il y a peut-être des trucs que j'ai fait dans les derniers. Alors, ça, il le dit pas mot à mot, mais c'est ce qu'il veut dire par on est des professionnels, c'est peut-être de ma faute. Il y a des choses peut-être que j'aurais pu faire mieux, que j'aurais pu améliorer dans le camp d'entraînement dans les derniers jours. Et ça, mais purée, qu'est-ce que ça fait du bien en tant qu'humain. Enfin, c'est vraiment ce qu'on espère entendre d'un leader, en fait. Quelqu'un qui fait des trucs que toi-même tu fais pas parce qu'il est dans la matrice et qu'il fait des trucs de fou en termes de discipline, en termes de tout, zut, comment on appelle ça, de quelqu'un qui a des gros projets, il est ambitieux, d'ambition, etc. Donc voilà, il a toutes ces qualités qui en font quelqu'un qui inspire. Et pour autant, il n'oublie pas de dire bon bah je fais aussi des bêtises, ça peut être de ma faute, ça aussi. Et purée, mais je sais que moi dans le futur, enfin moi c'est bon, je suis vendu. Hein, et comme beaucoup de fans, je pense, qui entendront l'interview d'Ariel, c'est incroyablement inspirant d'entendre ça, tu vois. Et donc il dit voilà, même si j'étais venu à 100%, je me serais peut-être fait mettre KO par Dustin Poirier. C'est dur d'avoir une telle opportunité et de dire non. J'avais envie de montrer le vrai God of War aux gens, celui qui met encore plus la pression au deuxième round. Il a le nez cassé, mais ça n'a pas été déplacé, donc il n'y a pas besoin d'opération. Donc il a le nez fracturé, mais voilà. Et enfin, il enchaîne ensuite sur le futur. Et donc c'est là où il dit qu'il veut recombattre une fois avant septembre pour l'UFC Paris, potentiellement en juin, juillet, et ensuite en septembre. Ça, t'en penses quoi, toi, du coup, maintenant que j'ai fini mon monologue horrible? Là, pour le coup, oui, justement, je voulais parler de ça. C'est peut-être le seul point où, pour BSD, je suis un peu en désaccord, où je me dis, il faudrait, tu vois, plutôt faire une vraie pause, parce que c'est vrai que là, il est dans le top 15 de la catégorie lightweight, qui, historiquement, un top 15 de la catégorie lightweight, qui est l'une des plus chargées. N'importe quel gars est dangereux. Il dit donc qu'il veut Benil Dariush, mais n'importe quel gars du top 15, ça lui va aussi. Et c'est vrai que prendre ce risque-là au mois de juin, après tout ce qu'il a enchaîné, après le chaos qu'il vient de subir là, je crois que de toute façon c'est minimum, les gars ils ont 3 mois à chaque fois quand ils se prennent un chaos, donc on serait pile à la limite en combattant en juin, donc pour moi déjà c'est un petit peu tôt, et quand tu sais que t'as un événement UFC Paris au mois de septembre, fin septembre, qui sera dans le pire des cas BSD co-main event, quoique ça dépend de la présence de Nassour ou non, mais bref, co-main ou co-main, autant attendre d'être frais pour Paris, surtout si t'as un Benil Dariush où, comme je l'ai dit, c'est une catégorie qui est hyper chargée, même si là le contexte de sa défaite en fait contre Dustin Poirier est un peu particulier, si t'enchaînes 2 défaites consécutives, ça peut très vite être compliqué pour toi. Donc autant revenir au top en septembre contre un gros gars à Paris, en France, plutôt que de prendre un risque au mois de juin, parce que là on est dans une situation complètement différente de ce qui se passait précédemment, où voilà, BSD il a enchaîné, mais comme quand Cyril il a enchaîné en 2019-2020, où c'est le moment, parce que vous avez toujours des opportunités avec des gars qui sont largement devant vous et que vous n'avez rien à perdre. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est pour ça que moi aussi, ça me ferait un peu peur s'il revenait aussitôt. Et en plus, parce que c'est Benoît, il est en mode, je veux faire, c'est pas 2 combats, c'est je veux faire 2 guerres cette année encore. Et c'est vrai que ben là, en plus, on vient de dire qu'il y avait eu du coup des séquelles dans le sens, au-delà même de la commotion, parce que c'est un chaos, il y a le nez cassé et tout ça. On a tellement d'exemples de personnes, et on les cite à chaque fois, les Michael Bisping qui reviennent après le chaos, donc c'était contre... enfin, en tout Georges cas, il est Saint-Pierre, revenu, genre, il se prend un voilà, knockdown, il se fait soumettre par Georges Saint-Pierre. voilà, et un mois après, il revient contre Kelvin Gastelum en mode non mais c'est bon, je veux revenir, je suis prêt, etc. Et il prend un des pires chaos de sa carrière. Bon, il y a eu Dan Anderson, mais voilà. Et il y a eu tellement d'autres exemples de gens qui veulent revenir trop tôt. Oui, pardon Big Rusty, je voulais ajouter aussi pour moi qui est un peu similaire à BSD, c'est le cas Tai Tuivasa qui à l'UFC Paris Ouais. livre une véritable guerre, il se prend beaucoup de dommages, finalement, de dégâts pardon, il termine, il se prend un KO, il revient 3 mois après seulement contre Pavlovich, tout le monde se dit c'est peut-être un peu tôt là, et en moins d'un round il se fait terminer. Ouais, voilà. Et c'est ça dont on a très très peur parce que évidemment que
quand c'est des combattants qui kiffent ça, qui kiffent même quand effectivement quand c'est la mort, etc. La mort, quand c'est la guerre, hein, je me calme. Comme comme Benoît, bah oui, eux, tout ce qu'ils veulent, c'est combattre tout le temps. Et d'ailleurs, Benoît le dit dans l'interview d'Al-Elwani, c'est ce que je veux le faire de ma vie. J'adore ça. Je veux combattre tout le temps et le plus souvent si possible. Bah là, ce serait un risque et tu viens de le dire, il y a eu ce run qui est similaire au run qu'a eu Cyril Gane quand il est monté en flèche. Maintenant, il a atteint ce stade, Benoît. Il a atteint ce stade où il a gagné le respect de l'UFC, de Dana White, de tous les fans parce qu'il a fait un bond dans les classements en affrontant Dustin et en montrant qu'il méritait d'être là. Donc en fait, maintenant, il a plus à se soucier, je pense, autant de si je suis trop inactif jusqu'à septembre, peut-être que ça va être mal vu. Il a gagné en fait. Il a gagné ce droit-là. Il a gagné le fait d'être placé dans le classement et que l'UFC le mettra maintenant probablement toujours sur des combats spectaculaires ou que les fans veulent voir. Donc en fait, sachant ça, et ça il l'a eu grâce à cette opportunité qu'il a saisie effectivement, sachant ça, j'ai pas envie de risquer la fameuse Michael Bisping, ça me ferait trop mal. Et ben là, du coup, certes, c'est dans c'est 7 mois, mais en 7 mois, bon bah voilà, il aurait le temps de complètement se remettre, que ce soit nerveusement, que ce soit son corps en général, parce qu'il vient quand même d'avoir un staff, hein, malgré tout, en plus du combat. Et comme ça, ben dans l'idéal, en septembre, il revient. Mais effectivement, là, faire un nouveau combat dans 2-3 mois et ensuite un autre 2-3 mois après, en vrai, ça me paraît il le ferait parce que c'est Benoît, mais ça me paraîtrait trop de risques et ce serait trop dommage, tu vois, de prendre ce risque. 100%. Donc voilà, là il est aussi dans une, comme l'a dit Big Rusty, dans une nouvelle phase de sa carrière, Benoît Saint-Denis. Je pense qu'on a fait le tour, Big Rusty, sur l'interview, la suite pour BSD. Et moi perso, hein, je trouve que le call-out de Benin Dariush, il est intéressant d'un point de vue classement, parce que c'est vrai que Benin Dariush est très bien classé. Je préférerais toujours Dan Hooker d'un point de vue spectacle, mais évidemment, quand on se met à la place de Benoît Saint-Denis, Benin Dariush aujourd'hui, c'est le gars le plus intéressant à prendre dans cette optique de combat pour le titre d'ici, je dis un an et demi. Parce que il est quoi, 7ème toujours, Dariush? Je crois, ouais. 6ème, il est 6ème, 7ème de la catégorie lightweight. Bref, ouais. Big Rusty. Tu voulais ajouter? Ouais, les seuls trucs par rapport à l'interview qu'il a donné qu'on peut ajouter, c'est du coup là on a donné les dates et ce qu'il voulait faire d'ici septembre. Il a dit que donc il était chaud pour Dariush, mais que il était chaud et encore une fois putain qu'est-ce que je kiffe, qu'il était chaud pour n'importe qui dans le top 15 et il dit Benoît, je veux pas de raccourci, je veux pas que ce soit facile, je veux mériter de revenir dans un gros combat contre un gros nom, donc ils peuvent me donner n'importe qui dans le top 15. Et donc, ça veut dire que il est prêt, Benoît, même s'il vient de gagner une place, à prendre le 15e, à prendre le 14, 13, etc. Et ça, je sais qu'on le dit tout le temps, mais parce que c'est ce que disent les fans aussi, les autres fans, c'est quelqu'un qui dit « je prends tout le monde, peu importe », c'est tout ce qu'on veut entendre en fait. Parce que même si derrière les rideaux, il y a peut-être des tractations, et puis même si derrière, en fait, peut-être que non, etc., en tout cas, la perception qu'on a du combattant, c'est il veut prouver qu'il est le meilleur du monde et pour ça, il prend absolument tous ceux qu'on met sur son chemin. Il n'y a pas de finauderie, de filouterie, non, c'est mettez-moi n'importe qui, je l'écrase quoi qu'il arrive. Et voilà, c'est quelque chose qu'il a dit aussi dans l'interview et qu'il fallait noter parce que c'est ce qui fait plaisir, quoi. Tout en ayant un call-out parce que ça donne une direction. Oui. N'hésitez pas à voir toutes les interviews de Chael Sonnen pour ces petites leçons de call-out, hein, parce que ce monsieur est très fort. Big Rusty, ciao. Oui. Sweet pea, sweet protein. Moins 30% minimum sur tout My Sweet Pea. Avec le code la sueur. Et puis Holy Moly, révolution dans les boissons énergisantes, vous le savez. Donc ils font des thés glacés, des boissons de réhydratation, des poissons énergisantes comme ici. Des poissons énergisantes. Des poissons énergisantes, c'est en poudre, c'est made in Allemagne. Vous avez le code la sueur 5 si c'est votre première commande, moins 5 €. Et si vous déjà commandé chez eux, vous utilisez le code la sueur 10, vous aurez moins 10% sur absolument tout. C'est... Oh,